Société avec Nick Payne. Très, très heureux d'être... Oui, bonjour, chers auditeurs. Très, très heureux d'être au microphone pour une autre saison de Société. Enfin, nous recommençons. Nous sommes toujours en 2020. Nous étions déjà en 2020, la dernière fois que j'ai eu le privilège d'être à ce micro. Et nous voici après l'été, un été COVID, on peut dire. Mais il n'y a pas eu seulement ça dans l'actualité cet été. Nous allons en discuter dans un instant avec nos fidèles collaborateurs Steve Fortin et Frédéric Bérard qui sont déjà en ligne. Ils trépignent sans doute d'impatience. Un peu plus tard dans l'émission, nous jasons politique fédérale parce qu'avec Fortin et Bérard, on va se concentrer sur la politique québécoise, surtout politique fédérale avec Farouk Karim un peu plus tard et avec Christian Rioux, correspondant du journal Le Devoir à Paris. Nous revenons sur l'actualité des derniers mois, des dernières semaines en France, notamment sur ces maires écolos qui, par exemple, comme le maire de Bordeaux, là, qui traite de fachos les gens qui sont en faveur du sapin de Noël. C'est curieux de parler de ça déjà au mois de septembre, ces histoires de sapins de Noël hein, qui nous viennent à chaque année, toujours suscitant le même débat là, sur la question des célébrations de Noël. Sont-elles inclusives ou non? Doit-on transformer ça en solstice d'hiver et autres expressions? Là, ici, c'est pas exactement de ça dont il s'agit, puisque les écolos s'en prennent aussi à la question, au gaspillage environnemental que constitue, en principe du moins, l'utilisation à grande échelle des jeunes sapins comme ça qu'on mettra ensuite aux poubelles, n'est-ce pas? Enfin, bref, c'est plus profond qu'il n'y paraît comme question. Puis, bien sûr, on va parler aussi de ce qui se passe là-bas, outre-Atlantique. Alors, revenons tout de suite à nos moutons, sans mauvais jeu de mots. C'est la ministre Guilbeault qui serait heureuse de m'entendre employer ce terme, elle qui en appelle à la docilité des Québécois. Sont-ils dociles? En tout cas, ils sont au bout du fil. Bonjour d'abord, Frédéric Bérard. Salut. Ah, lui, il n'est pas là, mais tu as peut-être Steve Fortin? Oui, salut. C'est peut-être juste moi qui vous entends pas. Attendez un peu, est-ce que vous êtes là? On ne peut plus. J'ai pas de son dans mes auditeurs. Alors là, je vois... Ah, j'ai entendu quelque chose. Allô? Oui, c'est Bérard. Ah, ben ils sont là tous les deux. Bonjour. Je voyais, vous auriez dû voir derrière la vitre dans l'aquarium de la régie. Il y a des gens qui ont nagé une trentaine de longueurs en une demi-seconde. Alors, bonjour messieurs. Merci d'être de retour avec nous pour cette rentrée. Vous êtes toujours masqués, confinés ou vous arrivez à vivre un peu plus librement? Tiens, Bérard, d'abord, puisque en général, c'est vous qui êtes le plus loin dans le bois. Oui, ben là, vous m'avez qualifié de mouton d'entrée de jeu. C'est pas... non, je parlais pas de vous, bien sûr. Vous n'êtes pas le seul, hein. Je veux dire, la plupart des complotistes nous considèrent moutons. Donc, c'est avec une certaine fierté que je me fais tondre avec mon masque. Et vous, Steve Fortin, avez-vous la laine épaisse? Écoute, oui, là-dessus, on va se rejoindre parce que, tout à fait, on respecte les consignes. Puis, bon, alors justement... outre la bergerie, puis je trouve que je suis content de rester avec les moutons. Dans un instant, on va y venir, le phénomène conspirationniste, bien sûr. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est très présent dans l'actualité en ce moment, à travers les réseaux sociaux, mais on y revient dans un instant. Commençons par ce qui a marqué l'été un peu. Messieurs, vous avez sans doute noté, vous aussi, sur vos calepins, la vague de dénonciations sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, je parle bien sûr de cette fièvre qui a eu lieu au cours de l'été, là, de dénonciations anonymes sur des pages Facebook. En fait, c'est-à-dire, oui, des dénonciations parfois anonymes, parfois pas, là, de personnalités publiques par des femmes qui disaient avoir été agressées de façon plus ou moins grave, mais néanmoins agressées par ces hommes-là la plupart du temps, sauf exception notable pour la pauvre Marie-Pierre Morin qui, elle, a été dénoncée par Safia Nolin. Depuis, Mme Morin a été effacée de l'espace public et de tous ses contrats. Bref, sa carrière est sur pause. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? J'ai envie de commencer par Frédéric Bérard parce que vous avez peut-être une idée sur ce que ça veut dire du point de vue juridique, tout ça. Il y a des gens qui poursuivent Facebook en ce moment à cet égard-là. Oui, puis ils demandent les noms des administratrices, par exemple des hyènes en jupon. Ils l'ont obtenu ou vont l'obtenir, là, de ce que j'ai compris. Bon, c'est sûr que c'est très, très, très délicat, tout ça. Moi, 2 observations rapides avant de passer à la rondelle à Steve. On dit, ah oui, mais la présomption d'innocence, c'est pas ça ici dont on parle, c'est ça. OK, fort bien. Mais il y a un autre principe, par contre, qui devrait, quant à moi, faire partie de l'équation. C'est un principe de justice fondamentale, c'est un principe de justice naturelle, ça s'appelle le droit d'être entendu. Est-ce que lorsqu'on est accusé comme ça anonymement, est-ce qu'on a le droit d'expliquer ce qui nous semble être? Est-ce qu'on peut être encore cru? Moi, j'ai comme l'impression que malheureusement, avec cette théorie de l'annulation, là, bien souvent, il suffit d'avoir le nom et puis évidemment que ton nom soit à côté de celui d'un violeur d'enfants et celui qui a fait des regards insistants dans un McDonald's. Là. Apparemment que c'est la même chose. Et on ne vous entend plus. Vous n'avez plus le moyen même de formuler une quelconque défense. Ça, je trouve ça assez aberrant. Puis ce que je trouve encore plus aberrant, Nick, c'est que dans ce cas-ci, là, qu'est-ce qui a amené cette nouvelle vague de dénonciation? Mais c'est la même racine. C'est que les victimes considère, je pense à juste titre, parce que j'en ai accompagné des victimes dans le système judiciaire, politique, et ainsi de suite. C'est vrai que le système n'est pas adapté pour ce type d'infractions criminelles qui sont les agressions sexuelles. On peut pas comparer une question de consentement, une question d'agression avec je sais pas moi, un vol d'une slush poppy au couche-tard. La couronne ne peut pas faire la preuve aussi facilement que c'était hors de tout doute raisonnable. Donc, il faut trouver une manière d'aller, comment je dirais, d'aller adapter ce système-là, peut-être en se basant sur l'Afrique du Sud, qui a une cour précise développée en matière de crimes sexuels, l'Islande qui accompagne ses victimes en leur payant des avocats, ainsi de suite. Ça, voyez-vous, ça aurait été des formules, à mon sens, relativement porteuse, ou peut-être même très porteuse jusqu'à un certain point. Or, tout ce qu'on a vu cet été, c'est François Legault qui, la dernière fois que j'ai regardé le premier ministre, là, il encourage les victimes à dénoncer X et Y sur Instagram. C'est quoi Instagram? C'est rendu une institution québécoise, puis je suis pas au courant. Là. Facebook a été étatisé, puis personne ne me l'a dit. Moi, j'ai l'impression que quand tu es premier ministre, peut-être que tu veux témoigner d'un certain respect pour les institutions, par exemple les institutions policières et judiciaires. Or, ici, en envoyant directement les victimes aller se plaindre à juste titre ou pas sur les médias sociaux. Ça envoie un drôle de message, non? C'est le premier ministre qui dit, vous avez raison de... C'est complètement débile. Et Simon Jolin Barrette, qu'est-ce qu'il a fait cet été? Rien pantoute. Lui, il voyait le ministre de la Justice. Lui, il voyait évidemment tout ça passer, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Il était en train de prendre son petit déquiré aux bananes sur le bord de sa piscine en terre, ça arrive tout, puis tout allait bien, pas de problème. Il n'y a personne qui m'interpelle, ça va. David Lametti, ministre de la Justice au fédéral, je le voyais, moi, sur Facebook. Ah, bravo, Madame X, là, vous avez bien fait de dénoncer. Hey, Joe, t'es ministre de la Justice. T'as pas une petite idée à proposer quelque chose pour améliorer le système? Parce que là, ce qui est en train d'arriver, vous l'avez dit, puis je finis là-dessus, c'est qu'avec les Instagram et Facebook, les poursuites actuellement, là, c'est pas des petites poursuites, là. Il y a une action collective sur Facebook, il y a des actions de 50 000, 100 000, puis ça, c'est juste les montants, on parle même pas des honoraires, qui sont dirigés à gauche et à droite. En d'autres termes, Instagram et Facebook, pour ce type d'affaires-là, va aussi être un cul-de-sac. Alors, vous avez un cul-de-sac d'un point de vue policier judiciaire, vous avez un cul-de-sac d'un point de vue médias sociaux. Alors, la prochaine vague, ça va être quoi? Moi, je pense que sincèrement, dans une société de droit, on peut pas faire l'économie d'éviter, d'éluder ces questions-là. Il faut s'adresser directement au nœud du problème. Et comment on est capable de faire ça? Ben, on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs au lieu d'aller garrocher bêtement les gens sur les médias sociaux. Steve Fortin, à ma surprise, l'homme de gauche, parmi vous deux, Frédéric Bérard, enfin, présumons-le, plutôt de gauche, a un gros bémol par rapport à cette démarche de dénonciation sur les réseaux sociaux pour les raisons qu'il vient d'évoquer. Vous, pouvez-vous prendre le point de vue contraire? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème en amont? Est-ce que c'est vrai que la justice traite mal les cas, les dénonciations d'agression? On a beaucoup lu et entendu les instigatrices et les défendresses et les défendeurs de cette démarche dire que, vous savez, il faut croire les gens qui dénoncent sur les réseaux sociaux parce que des statistiques nous disent que les plaintes faites à la police en général sont presque toujours fondées. Or, ici, on n'est pas dans les plaintes faites à la police. Justement, on est dans des dénonciations anonymes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai toujours eu quand même une certaine
certaines réserves là, par rapport à ce processus-là, comme bien d'autres, pour avoir parlé avec une procureure qui a elle-même voulu faire entendre sa voix et savoir que le processus judiciaire peut fonctionner. Le problème avec ça, c'est que dans le cadre de mon travail, j'ai aussi été en contact avec des gens qui ont fait le processus judiciaire, qui ont eu à affronter ça. Puis des fois, quand tu as raconté ton histoire, que tu te retrouves devant des policiers, ensuite tu te retrouves... Je sais bien qu'on peut mettre les gens derrière un paravent, puis tout ça, surtout des femmes, là, j'entends ici, mais c'est vraiment pas évident. L'autre côté que dont j'aimerais qu'on parle, c'est celui de ceux qui ont été accusés, et c'est là que j'ai recueilli le plus de témoignages. J'ai été absolument abasourdi de ce que ça pouvait vouloir dire pour quelqu'un, par exemple, qui a soit le même nom qu'une personne qui a été nommée sur une liste anonyme, parce qu'à un moment donné, sur Facebook, c'était ça, hein, c'était des centaines de noms, puis on disait même plus rien, tu te retrouvais sur la liste, puis là, il faut que tu te défendes. Et même dans le cas où quelqu'un, on sait c'est qui, puis il essaie de se dépatouiller là-dedans, puis il dit, écoute, j'ai une défense à offrir. Il y a quelque chose là-dedans qui me semble là, un peu... ça peut devenir vindicatif, puis c'est même un peu dangereux là-dessus. Je rejoindrai, j'imagine, un peu Frédéric, mais il y a une chose, par exemple. Il n'y a pas de forum parfait en ce moment pour que les femmes puissent parler, mais il y a une chose dont je suis absolument certain, et c'est effarant. C'est arrivé trop souvent que je me suis trouvé avec dans un groupe d'amis, puis j'écoutais parler, et à travers les années, puis je m'aperçois, mais coudonc, c'est-tu 1 sur 2, 1 sur 3? Comment ça se fait qu'il y en a tant qui ont subi des viols, que ce soit... Quand on parle de viol, là, ça peut être une insistance indue, mais ça peut être aussi la notion de consentement qui n'est pas comprise ou qui est floue. Je veux dire, ça c'est... Puis comment on va faire à un moment donné pour être capable de laisser la parole pour que les femmes puissent s'exprimer et surtout qu'on change la façon, nous les hommes en général, là, qu'on aborde ça, parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là. Là-dessus, Frédéric Bérard, puisque nous sommes entre hommes blancs, on peut bien faire notre examen de conscience. C'est vrai qu'on est en apprentissage accéléré depuis quelques années. Non, on réalise que la notion de viol et d'agression sexuelle, ce n'est pas, c'est loin d'être, c'est même la plupart du temps, ce n'est pas l'attaque sordide dans le fond d'une ruelle sombre. C'est d'une autre nature. On a appris ça quand même à travers ces démarches-là, non? Moi, ça peut peut-être pas paru avec ma première intervention, mais je suis d'accord avec le fond du mouvement. Comme dit Steve, en quelque sorte, c'est une espèce de wake-up call pour nous. Je connais pas aucun gars, moi, cet été, là, en tout cas chez les hétéros, à tout le moins, là, qui a pas fait son examen de conscience, son introspection, puis a réalisé, puis je m'inclus là-dedans, des trucs, j'ai jamais pensé à ça. Et ça, franchement, c'est bien, puis bravo. Parce qu'on a besoin de ce réveil-là. Oui, on n'est pas, je complète en disant, on n'est pas nombreux non plus parmi les hommes à avoir déjà eu vraiment peur du regard concupiscent d'une femme ou d'être agressé physiquement. Non, évidemment. Puis, regardez, moi, ma fille vient d'avoir 19 ans, vient de rentrer en études féministes à McGill. Je veux dire, on en a des discussions là-dessus, puis elle m'allume les yeux sur un paquet de trucs, puis tant mieux, parce qu'on veut l'avoir, ce dialogue-là, et que le mouvement ait existé, encore une fois, c'est une nouvelle vague, à vrai dire. J'ai franchement aucun problème avec ça. Tout ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas corriger une injustice par une autre injustice. Puis quand même qu'on dit, ah oui, mais il y en a très peu des fausses dénonciations, mais je m'en fous. Et quand c'en est une fausse, on fait quoi? La réalité, c'est qu'on n'accorde même plus le droit à cette personne-là de se défendre. Moi, Joe X, Yann Perrault, je les connais pas, c'est cette gang-là qui, tout de suite, on dit, ah oui, je suis désolé, je vais aller en thérapie. D'ailleurs, les thérapeutes, on doit être particulièrement occupés en juillet à voir les communiqués de presse. Ou pas. Oui, c'est ça. Moi, ça ressemblait tout à des formules de PR que d'autres choses. Oui, c'est ça. Mais moi, ces gens-là, je m'en fous. T'admets que tu l'as fait, bon, ben là, t'es brûlé, bon, ben débarrasse, puis ça finit là. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on en connaît tous, puis vous, Nick, si je ne me trompe pas, vous avez même fait une publication là-dessus. Et là, parfois, il y en a des fausses dénonciations, puis moi, c'est là-dessus que j'accroche. Est-ce qu'on peut, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent se défendre? Est-ce qu'on peut prendre la défense de ces gens-là? C'est ce que vous avez fait sur Facebook, où on est dès lors ostracisé. Moi, c'est cette affaire-là qui, dans une société de droit, dans une société qui se respecte en quelque sorte, ce n'est pas le genre de processus que je veux voir en place, parce que même pour les victimes, au final, regardez là, ce qui se passe avec les poursuites, ben ces gens-là ont des droits, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis
Puis l'administratrice de la page, elle ne sait pas. Elle a reçu un témoignage écrit de Josette Labinette, c'est peut-être même un gars, on ne sait pas trop. Elle ne peut pas vérifier si c'était vrai ou pas vrai. Donc, elle retranscrit le témoignage, elle met ça, puis ça finit là. Donc, ce n'est pas une manière de se rendre justice dans une société de droit. L'autre problème, c'est que nos systèmes judiciaires et policiers sont pas adaptés, je me le répète, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Faut pas envoyer les gens sur Instagram. Terminons sur vite là-dessus. Ça va nous permettre de passer aux conspirationnistes. Ensuite, le cas Marie-Pierre Morin, ça a l'air anecdotique, mais il faut en parler un instant. Alors là, c'est pas un agresseur, c'est une agresseuse. On imagine mal être terrorisé par Marie-Pierre Morin ou par n'importe quelle femme qui fait des avances un peu déjantées dans une soirée bien arrosée. C'est le nom de quoi, cette chicane-là, entre Safia Nolin et Marie-Pierre Morin? Est-ce qu'au fond, Steve Fortin, on s'en est pas pris au symbole Marie-Pierre Morin à partir de la gauche woke? C'est-à-dire que Mme Morin incarne ces standards de beauté qui sont très décriés dans cette mouvance idéologique-là. Elle collabore avec TVA, qui est québécois, l'ennemi numéro 1. Est-ce qu'on n'est pas, au fond, là, ailleurs complètement que dans le sujet des agressions à caractère sexuel? Ben, deux choses par rapport à ça. Premièrement, ça a dû être une sacrée bonne soirée arrosée. Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais en tout cas, c'est pour que quand j'écoute le détail de ce qu'on a entendu, moi, ça me fait presque, c'est sans vouloir là, banaliser la chose, mais ça me fait presque rire le rendu là, parce que je veux bien, là, il y a une différence entre une agression sexuelle, puis il y a des gens comme Frédéric là, dont c'est la formation d'étudier ces choses-là en droit. Qu'elle a mordu la cuisse de Safia Nolin. Jusqu'à un certain point. Pardon de rire là, mais je trouve ça comique qu'on soit en train de discuter de tels détails à la radio, mais... Ouais. Mais regarde, mais c'est pas autre chose, au fond, qui est derrière ça, non? C'est pas vraiment une dénonciation d'agression, c'est un groupe, c'est une chicane... Sur quoi on a accroché, Nick? On a accroché sur le fait que il y a aussi le fait qu'elle aurait dit un paquet de saletés, là, que moi j'ai entendu 1000 fois dans une chambre d'hockey, soit du temps passant, mais tu sais, je veux dire, elle a dit, apparemment que Marie-Pierre Morin aurait dit un paquet de saletés par rapport à ses origines, là, des trucs absolument racistes. Et puis bon, ben ok, sans face, là, moi je peux nommer des gens qui sont en politique ou des gens qui sont dans le monde du sport, des gens qui sont dans le monde des arts, tu le sais. Oui, mais le contexte existe encore, là, des discussions comme ça. Je veux dire, OK, là, on sort ça tout d'un coup, puis il me semble qu'on a cancellé Marie-Pierre Morin, finalement, très, très rapidement, et elle a été, du point de vue des communications, en tout cas, puis je sais pas, moi, si j'avais été elle, là, j'aurais pris un pas de côté, puis j'aurais regardé ce que je peux faire avec ça, puis j'aurais, tu sais, il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans qui accroche dans la sanction qui me semblait outrageusement trop grave, tu sais, c'était pas proportionnel là, à ce qui avait été fait. Puis sinon, si on veut canceller pour des raisons comme ça, mais on va commencer à faire la liste. Moi, on peut remonter la trail de soirées arrosées avec des politiciens, des musiciens, puis après ça, ce sera beaucoup de monde. Ça pourrait être des comptables, des plombiers, des travailleurs de la construction aussi. On n'en finira jamais. J'en connais. Oui, justement, Frédéric Bérard. Tout le monde. Bérard, avez-vous un mot à dire là-dessus? Ça vous inspire quelque chose, ça, cette mise la fameuse culture de la cancellation, là, hein, la cancel culture qui nous vient des États-Unis, qui consiste à effacer une personne de l'espace public lorsqu'on allègue qu'elle a commis des actes répréhensibles. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que ça va persister ou on est dans une espèce d'épiphénomène duquel il y aura un lendemain un peu plus raisonnable? Moi, je suis un peu ambivalent parce que sur le fond, je veux dire, bon, les commentaires racistes de Morin, moi, ça m'énerve pas mal plus que le reste. La théorie de l'annulation, à quelque part, ça m'énerve aussi parce que ça laisse place à une certaine hystérie, un certain régime de terreur. On crée des infractions de manière rétroactive. En 2017, quelques heures après ou le lendemain, Nolin envoie à Morin une photo de sa cuisse mordue, lol, et 2 ans après, on sert de ça pour scraper la carrière de Morin, pour qui j'ai aucune sympathie particulière. Par ailleurs, là, je la connais pas, puis je veux dire, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse particulièrement d'un point de vue artistique, mais c'est parce qu'à un moment donné, faut
faut se calmer, là. C'est parce que à tout mettre sur le même pied d'égalité, puis à crier comme des perdus, puis qui sait qui est chum avec cette personne-là. Moi, je les voyais sur Facebook, là. J'ai 50 amis communs avec Joe Blow, là, qui aurait fait. Je veux dire, là, c'est quoi, là? C'est Robespierre 2.0, là. Je veux dire, relaxé, là, ça va, là. Okay, il a mordu la cuisse. J'imagine que c'est pas gentil, là. Mais puis là, la question, est-ce qu'on a déjà vu pire? Ben oui, 1000 fois pire que ça. Mais est-ce qu'on peut, genre, 2 ans plus tard, dire, elle m'a mordu, gna gna gna. Je veux dire, moi, à Mont-Laurier, là, si t'allais brailler à la directrice que Joe Blow t'avait mordu, là, t'allais te faire péter la gueule pas mal plus solide à 4 heures aux autobus que ta petite morsure. Oui, mais là, franchement. Je veux dire, c'est pas paradis, là. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que là, arrive un moment donné, on met tout sur le même pied d'égalité. Le viol, la morsure, la joke raciste, le regard insistant. Patrick Sénécal, l'auteur, s'est fait mettre sur la liste parce qu'il a fait de l'adultère. Ah, ben c'est drôle. La fille qui a fait le témoignage, elle dit, ben oui, je sais qu'il faisait de l'adultère, il me l'avait dit qu'il avait une blonde. Oui. Il s'est rendu là. Il y en a un autre qui s'est ramassé sa liste parce qu'il était baveux. Fait que là, je me suis demandé pourquoi moi je l'étais pas. Non, mais bien sûr, c'est qu'entre deux agressions sordides, on avait des récits du professeur Untel qui a fait une blague vaguement sexiste en 2003. Là, évidemment, tout le monde est mis dans le même sac. Oui, je comprends bien, mais parlons-en des commentaires racistes et prétendument là, de Marie-Pierre Morin. Est-ce qu'il existe quand même pas toujours une chose qui s'appelle le contexte? Est-ce que ça se peut qu'on choisisse en privé à un moment donné d'être totalement transgressif à dessein, sachant fort bien que l'autre personne va comprendre qu'on pense pas ce qu'on dit, sans être quelques années plus tard étalé sur la place publique comme si on était un authentique raciste, justement. Il faut quand même être juste avec la pauvre Marie-Pierre Morin, non? Ben, elle, j'ai aucun doute. En tout cas, qu'elle serait raciste, je serais pas du tout surpris. Comme je vous dis, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse réellement. Ah non? Ah, vous, les gens qui vous intéressent pas sont plus susceptibles d'être racistes. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais ce genre de commentaires-là, bon, moi, je trouve pas ça clairement très édifiant, on s'entend bien. Mais de là à brûler quelqu'un par la... Moi, en fait... Il faut faire attention à ces mots, là, mais il y a une certaine forme de victimisation qui met tout sur le même pied d'égalité. C'est ça, moi, qui m'achale. Puis il y en a là, des violeurs qui sont sur cette liste-là, puis ils sont contents d'être sur la liste. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont sur la liste justement à côté de celui qui a fait des regards insistants au Tim Hortons. Exactement, ça banalise leurs gestes beaucoup plus graves à eux. Oui. Mais ça ne va pas poursuivre aux criminels alors qu'ils pourraient peut-être faire 3-4 ans de prison. Pourquoi? Ben parce que là, apparemment, que justice a été obtenue, son nom est sur la liste. Vous voyez, c'est tout ça qui moi, me tue en quelque sorte. C'est toute la question de la gradation des sanctions, la question de la gravité, la question de la proportionnalité, la question du contexte. Bon, alors... C'est comme si tout ça était... Je veux finir là-dessus, là. Prenez une seconde, si Fortin, parce que vous allez encore avoir la rondelle, de toute façon, là, ça s'en vient. Juste vite fait, là, si on a cancellé Marie-Pierre Morin pour les propos racistes et tout ça, comment ça se fait que Denis Coderre est encore capable de solliciter l'appui populaire quand on sait ce qu'il a fait au candidat bloquiste Osvaldo Riquelme Nunez? Je veux dire, ceux qui ont eu la chance de parler avec lui, puis c'est par un concours de circonstances au début des années 2000, j'avais eu la chance de discuter avec lui de tout ça, là, sinon mon timing est bon. Là. Avec qui? Avec le candidat Nunez ou avec M. Coderre? Oui, avec M. Nunez, qui était plus député. Moi, je me souviens quand je lui ai parlé, il était plus député. Mais écoute, ça n'avait pas de sens. Oui, M. Coderre l'avait accusé là, d'être un immigrant qui retourne le dos au Canada. Il avait dit carrément qu'il crachait sur son drapeau puis qu'il avait le goût d'utiliser la loi de la déportation pour renvoyer Osvaldo Nunez dans son pays. Puis ça, il y avait une telle charge raciste quand ça a été dit, puis qu'on connaît le contexte, que moi, je me dis, OK, fait que si on veut retourner dans le passé, ben il y en a une couple de députés qu'on dirait, ou d'anciens députés puis de politiciens qu'on dirait, savez-vous quoi? Ben, OK, parfait. Pourtant, Denis Coderre, il s'est refait une petite santé démocratique, puis une petite santé par rapport à l'image publique. Il n'y a pas de problème. On ne lui en a pas tenu rigueur. Est-ce qu'il y a d'autres politiciens, par exemple, des indépendantistes qui auraient dit ça? Je suis pas sûr, moi, qui n'aurait pas été brûlé pour ad vitam aeternam. Là. On peut pas parler... laisse-moi terminer là-dessus. Sol Zanetti, dans son propre parti, il n'a pas pu juste souligner les 5 ans du décès de Jacques Parizeau, sans que dans son propre parti, des gens de sa propre commission politique lui tombent dessus pour lui dire « Attention, si tu veux parler de Jacques Parizeau, il faut absolument parler de sa déclaration de 95. » On l'a brûlé vif, sa mémoire, on a tout jeté par la fenêtre. On a dit, il faut dire que Jacques Parizeau était raciste
lorsqu'il est temps de lui faire un hommage. Oui, on parle de Québec solidaire, bien sûr. Oui. Mais ça peut pas marcher pendant que pendant ce temps-là, Denis Coderre, lui, s'en sauve, puis il n'y a aucun problème, puis il va continuer, puis il va probablement être le prochain maire de Montréal. Ça, c'est une autre question. Mais le temps nous bouscule, messieurs. Frédéric Bérard a parlé de Tim Horton, ce qui nous permet de faire le pont vers les conspirationnistes, les anti-masques, parce que nous avons tous vu cet été la vidéo de cet homme qui s'oppose bravement à la police dans un Tim Horton parce qu'il refuse de porter un masque. Est-ce qu'au fond, tout ça, là, ce n'est pas la montée en épingle de phénomènes qui seraient restés relativement marginaux, n'eût été des réseaux sociaux? Est-ce qu'on est, au fond, pour résumer tout ça très simplement, à l'ère Facebook et autres manifestations de ce genre? Frédéric Bérard, est-ce que vraiment est-ce qu'on donne trop de place aux conspirationnistes en ce moment? En fait, ils prennent la place que les médias sociaux veulent bien leur donner dans leur chambre d'écho qui grossit sans cesse. Les médias traditionnels parlent d'Alexis Cossette-Trudel, Radio-Québec, rendu à 110 000 abonnés. 2 articles sur le Devoir aujourd'hui sur Cossette-Trudel, très intéressant. Pour nos auditeurs, c'est un des gourous du conspirationnisme au Québec. Alors, j'emploie des termes très éditoriaux, mais enfin, disons que c'est un homme qui est très suivi sur sa chaîne YouTube, 115 000 abonnés contre, imaginez, 260 quelques mille pour Radio-Canada, il est presque aussi important que Radio-Canada dans l'univers de certaines personnes, l'univers des médias. Donc, est-ce que... on a entendu Frédéric Bérard et Steve Fortin, des gens dire cette semaine, ouais, mais il faut faire attention, il y a dans ce mouvement conspirationniste quelque chose du clivage peuple-élite. Il faut écouter ces gens-là, il ne faut pas les mépriser. Est-ce qu'on confond les choses? Est-ce qu'il existe au Québec un vrai discours critique de mesures comme le port du masque, par exemple, qui ne va pas dans les conspirations les plus hallucinées là, sur Bill Gates et la 5G et le reste? C'est ça le problème. Là. Je veux dire, Umberto Eco, il disait avant, là, les imbéciles à la taverne, tu leur disais de se fermer la gueule, puis ça finissait là. Aujourd'hui, tu leur donnes des tribunes dans les médias sociaux. Honnêtement, je pense que c'est le temps de fermer les médias sociaux si on veut pas que la démocratie se démantèle encore davantage. J'ai toujours été un de ceux, en tout cas, je pense, qui plaidait pour une espèce de dialogue, une ouverture. Je vais souvent à Denis Lévesque à TVA, qui a un auditoire qui est parfois particulier. Je me dis, il faut parler à ces gens-là. Mais là, je suis désolé, en matière de conspirationnisme... Qu'est-ce que vous voulez dire par un auditoire particulier, vous, là? J'adore Denis, évidemment, mais disons que si vous allez voir la page Facebook après mes interventions, vous allez comprendre que donc c'est pas le genre de discours inclusif pro-droits et libertés n'a pas toujours été le discours le plus populaire. Mais alors, est-ce que c'est le peuple dont on parle là qui se révolte contre vous qui seriez dans l'élite ou est-ce que c'est une minorité de... Même pas ça, ce concept-là, le peuple. Il faut de la paix avec ça, le peuple. C'est Nadeau-Dubois, le peuple est en marche. Le peuple, il n'est pas en marche du tout. Le peuple, il n'existe pas. C'est une fiction. Ça a été créé par des politiciens. Et la pandémie, ce qu'elle me révèle, Nick Payne, franchement, cette étape-ci, là, va être bien honnête, malheureusement, là, c'est que ça me permet de classer les gens en 2 catégories. Les imbéciles d'un bord, puis les moins imbéciles jusqu'à brillants de l'autre. Ça finit là. Bon, alors je n'aurais pas réussi avec ma nuance. Vous, Steve Fortin, avez-vous, par hasard, un propos plus nuancé là-dessus? Je ne le commande pas. Hein. Je suis juste curieux de savoir ce que vous pensez. Regarde, je ne sais pas, moi, je vois quelque chose quand même là-dedans qui... parce que si on veut regarder du côté des réseaux sociaux, je suis bien placé pour dire que du côté de tous les extrêmes, il y a des imbéciles. J'ai vu des gens, moi, se faire... on m'a partagé des captures d'écran de gens, par exemple, qui avaient été faussement associés à la meute. Puis qu'est-ce que ça a produit comme... écoute, t'as des intellectuels qui ont absolument rien d'intolérant, qui se sont retrouvés ensuite à être lancés dans des spirales. C'est la même chose. On est exactement dans le même phénomène. L'extrémisme, qu'il soit, peu importe son inclinaison ou qu'est-ce qu'il génère, je veux dire, c'est absolument dément. Je veux bien qu'on me dise, moi, que les gens qui sont sur la page de Denis Lévesque, c'est des imbéciles, ou en tout cas que c'est son particulier. Ben moi, des particuliers, j'en ai vu aussi. Puis je veux pas nommer de nom parce qu'à chaque fois, ça finit par des tempêtes absolument hallucinantes. Mais j'en ai vu aussi, j'en vois partout. Le problème avec ça, c'est que on est capable maintenant, par un phénomène, par exemple, de capture d'écran, on va dire, bon, mais regarde, je suis allé sur la page de TVA, puis j'ai vu puis là, ben, on va monter ça en épingle, puis alors que moi, j'ai toujours pensé que à la marge de ça,
par exemple, quand on pense à Twitter pour nommer ça, les gens pensent que ce qui se passe là-dessus, des fois, on oublie que ce qui se passe là-dessus, c'est pas un miroir de la société québécoise. C'est une infime petite partie. C'est tellement insignifiant, dans le fond. Mais quand je regarde les gens autour de moi, puis quand je regarde la population en général, moi, je sais pas, des conspirationnistes, j'en connais peut-être un ou deux, mais j'en connais pas des tonnes. Fait que ça veut dire que la majorité des gens sont pas là. Fait que moi, je regarde ça, puis je me dis, les sondages continuent, de nous montrer une satisfaction assez forte à l'endroit du gouvernement. Je le sais qu'il y en a. Je sais que c'est une proportion peut-être assez grande, mais moi, je pense encore que le bien commun et que le sens commun, le bon sens va prévaloir par rapport à des théories comme celle-là. J'en connais pas des tonnes de gens, moi, qui pensent que s'ils passent le test de la COVID, ils vont se faire foutre une puce 5G dans le fond de la tête. J'en connais pas. Non, mais c'est au courant qu'il y a un sondage récent qui dit qu'il y a un Québécois sur 4, presque 30 qui croit que le virus a été créé en laboratoire. Fred, je te dirais ceci. On a 3 sondages sur 5 au Nouveau-Brunswick dans la dernière élection provinciale qui se sont plantés complètement. Puis Frank Graves de Ecos, lui-même, il vient de publier un article sur son forum politique qui est très intéressant. Puis il dit, c'est ça. Moi, pardon, Steve Fortin, le temps nous bouscule, mais juste rebondir sur ce que vient de dire Frédéric Bérard, c'est encore que là, penser que les Chinois ont quelque chose à voir là-dedans ou qu'ils ont créé ça en laboratoire ou qu'ils ont échappé ça d'un laboratoire, c'est déjà plus près d'une certaine... Il y a des médias sérieux qui travaillent sur des reportages qui vont un peu dans ce sens-là. Moi, je parlais des gens qui pensent, comme le disait Steve Fortin, qu'on va nous implanter des puces à travers le gaz d'échappement des avions, la 5G et le reste. Là, on est rendu ailleurs, vraiment. Mais est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'il pourrait y avoir un discours critique, selon vous, des mesures actuelles? Il y a Bock-Côté ce matin qui disait dans le Journal de Montréal que le déploiement policier en fin de semaine au Québec dans les bars, c'est un peu trop, ça. D'après lui, ça va instaurer un climat de méfiance qui n'est pas nécessaire. On pourrait, au contraire, penser que, non, là, il y a là vraiment des gens qui font pas attention, puis il y a lieu d'aller y jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Moi, écoutez, c'est parce que le problème, c'est encore tout le temps la même chose, c'est qu'on va payer le prix pour la minorité d'imbéciles. C'est ça une lutte à la pandémie. Hein. S'il n'y a pas un effort qui est collectif, on est foutu. On est déjà dans la 2e vague. Je disais ce matin qu'Hong Kong s'apprête à se taper sa 3e. Donc, on n'est pas sorti du bois. Il y en a qui nient l'existence même de la pandémie. Je veux dire. Oui, voire même du virus. Là. Je suis obligé de vous laisser là-dessus, messieurs. Allez vous protéger et bonne relation. Je vous souhaite une bonne pluie de commentaires sur vos pages Facebook après ce que vous avez dit. Ça va être une belle récolte. Oui. Ça va pleuvoir. Nous allons écouter ça dans quelques minutes, discuter avec Christian Rioux, voir si en France...